Bonjour à tous, bienvenue pour cette deuxième émission de webinaire du Gérondif, le Gérontopole l'Île-de-France. Je suis le professeur Olivier Hanon, président du Gérondif. Vous savez qu'on a mis en place des webinaires tous les jeudis, enfin 3 jeudis au mois de mars, et donc c'est la deuxième édition. La première a eu un gros succès avec plein de personnes connectées, et vous savez qu'ensuite on peut revoir en replay, donc en différé, ces webinaires. Aujourd'hui, la thématique autour de la Covid, l'éthique à l'épreuve de la Covid, avec deux parties. Première partie, un débat sur questions et problèmes éthiques soulevés, et notamment par la problématique de la vaccination contre la Covid-19, qui sera modérée par Louis Mathias, qui est délégué régional Île-de-France de la FEAP, directeur de la maison Ferrari, et les intervenants seront Pierre-Loup Veil-Dubuc, Sophie Moulias et Serge Guérin. Deuxième partie, présentation de nos projets gérondifs menés en éthique avec deux études. L'étude Solidage, baromètre Solidage sur les représentations du vieillissement en Île-de-France, présentée par Caroline Baclé-Roussel de Gérondif, et résultat d'une enquête qui s'appelle l'enquête Confidence sur l'impact du confinement des personnes âgées lors de l'épidémie Covid. Je vais normalement, je devrais avoir des diapos que je vois pas. Alors, je voulais vous montrer juste avant de lancer le débat quelques données sur l'acceptabilité du vaccin Covid. Vous voyez que c'était une enquête qui a été faite fin décembre 2020 dans tous les pays. Est-ce que vous est-ce que vous aurez accepté un vaccin Covid s'il était disponible? Donc il est disponible et vous voyez que si en Chine c'est 80% de gens qui sont favorables, vous voyez qu'en France on se situe sur la dernière ligne avec 40%. Donc on va discuter de ça, mais c'est vrai qu'on n'est pas un pays qui est très très facile à accepter la vaccination. Alors est-ce que ça a bougé depuis décembre? Vous voyez que depuis décembre on était à 40%, on monte maintenant à 54% sur une enquête du 13-12 janvier, 54%. Donc augmentation lente, on va dire un petit peu, mais quand même ça reste modeste. Alors ensuite, il y a des questions qui sont posées sur, vous savez, on parle de cette histoire de passeport vaccinal. Quels sont les domaines où on pose la question, vous seriez favorable pour que ces personnes soient vaccinées et que ça soit rendu quasiment obligatoire dans ces populations-là. Et vous voyez que c'est en premier les gens qui vont se déplacer en avion, ou alors les personnes vulnérables et les personnes qui souhaitent rendre visite à nos patients, à nos résidents des EHPAD. Ensuite, vous voyez que le reste est plutôt à 50%. Si je prends les transports en commun, avoir mon passeport vaccinal, les élèves dans les lycées, euh, aller au cinéma, au restaurant, qui sont les données qui apparaissent ensuite. Si on regarde parmi nos personnels médical, non médical, quels sont les gens qui sont le plus, qui acceptent le plus la vaccination? Alors, il faut regarder l'histogramme à gauche, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, le deuxième sur la gauche, là où il y a le plus de vert, et vous voyez que là, c'est plutôt les professions médicales. Donc, c'est plutôt les médecins, pharmaciens, qui sont le plus à accepter la vaccination. Ensuite apparaissent les médecins, kinés, orthophonistes. Et puis ensuite, là où il y a où il y a le plus de difficultés probablement à accepter la vaccination, ce sont les aides-soignants. Donc ici, on va discuter de cela. La stratégie en Île-de-France, vous savez qu'on a beaucoup de personnes vaccinées, puisqu'on est à 26% de personnes vaccinées avec au moins une dose.
Et surtout, si on regarde dans les EHPAD, hein, les résidents en EHPAD, on est à 85,8, hein, ça continue de monter, de résidents qui ont reçu au moins une dose et qui en ont reçu deux, 61%. Donc ça monte. Vous savez que l'objectif, c'est d'arriver à 80% de personnes ayant reçu deux doses. Professionnels, là aussi ça monte. 50%, 52% a reçu au moins une dose et 30% de doses, mais vous voyez qu'on est quand même que à 30%, donc il y a encore du progrès à faire. Alors je lance le débat par des phrases qu'on a entendues et donc qui vont être discutées par nos experts. Hein. On a entendu sur les ondes un épidémiologiste qui disait on a peut-être des gens qui ont 60, 50 ans, qui sont polypathologiques, qui ont 30 ans d'espérance de vie et toutes les doses de ce précieux vaccin, on les met dans les EHPAD. Honnêtement, dans les EHPAD, les gens, ils attendent la mort, oui, ce qu'on a pu entendre. Ou alors d'autres titres, hein, confiner les vieux, c'est du bon sens pour moi, quand la génération Covid en veut aux seniors. Donc, toutes ces prises de position justifient une prise de recul par la réflexion éthique et donc avec une approche scientifique telle que cela va être proposé par ce webinaire. Et donc, je laisse la parole à nos experts et à Louis Mathias pour animer cette première session. Louis, à toi. Merci Olivier, merci à vous de vous être connecté à ce débat. Vous voyez, les chiffres et les phrases inaugurent beaucoup de questionnements éthiques. Aujourd'hui, on va travailler sur les questions et les problématiques éthiques qui sont soulevées par la vaccination contre la Covid-19. Et je remercie les trois experts qui sont autour de cette table. Sophie Moulias, gériatre de la PHP, qui est aussi docteur en éthique. Paul Louveil-Dubuc, qui est responsable de la recherche à l'espace éthique de la région Île-de-France, mais qui est aussi rédacteur en chef de la revue française d'éthique appliquée. Et puis, est-ce qu'il faut présenter Serge Guérin? J'en suis pas sûr, mais je le fais quand même, qui est sociologue et qui est spécialiste des questions liées au vieillissement. À l'issue de ce débat, le docteur Aquino interviendra pour faire une synthèse des réflexions et des échanges. Je vous propose d'orienter ce débat en quatre temps. Le premier temps, c'est celui des sujets éthiques avant la vaccination, avant l'engagement dans la vaccination. Le deuxième temps, ce sera une réflexion autour de l'engagement volontaire de la vaccination et les enjeux éthiques sur cet engagement. Troisièmement, les questionnements éthiques qui sont posés par l'autonomie, la liberté de choisir ou non la vaccination. Et enfin, on terminera sur, après la vaccination, qu'est-ce qu'on fait, quels sont les enjeux éthiques. Alors, premier temps, c'est, et je céderai peut-être la parole à Sophie Moulias, puis aux sociologues et enfin aux philosophes et aux chercheurs en éthique, c'est avant la vaccination. C'est un temps qui est encore en cours, hein, du fait de l'asyncronie du déroulement de la vaccination. C'est encore en cours dans une partie de la population. Que vous inspire aux uns et aux autres les questionnements sur les incertitudes sur l'efficacité des effets indésirables, les préventions de la population? Certains ont posé la question d'une défiance à l'égard des institutions dans ces préventions. Qu'est-ce que ça renvoie dans le pays de la vaccination? Et puis aussi le sujet de fallait-il ou faut-il privilégier la parole du scientifique par rapport à la parole du politique, puisque dans ces choix, il y a à la fois des choix individuels, mais aussi des choix de société. Docteur Moulias, est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, merci Louis. Pour reprendre d'où nous partons, on peut partir au début du premier confinement. C'était alors le temps du confinement, mais tout le monde a un petit peu oublié que depuis ce temps-là, les personnes les plus âgées sont toujours confinées d'une façon ou d'une autre. En tout cas, en EHPAD, elles le sont toujours sévèrement. Et la grande partie des personnes, les lieux invisibles, vivent chez eux et sont toujours plus ou moins confinés. En tout cas, la grande partie de leurs activités n'ont pas reprise. Donc, reproposer du confinement des vieux, soit, mais on voit pas très bien ce qu'on pourrait faire
de plus, quand on était au premier confinement, il y avait la nécessité d'avoir en problématique éthique de gérer la pénurie des lits avant tout, qui se repose aujourd'hui maintenant, hein, de la création l'accès aux lits de médecine aussi et de l'accès aux soins non Covid aussi pour nos patients polypathologiques, âgés, pour les patients cancérologiques. Voilà, il y a eu une vraie perte de chance pour les personnes âgées, pour d'autres aussi, hein, par rapport à cette difficulté d'accès aux soins et par rapport aussi à la difficulté d'accès à la vie sociale, puisque le confinement et l'isolement, c'est aussi d'une certaine façon la vie sociale. Le confinement, c'est pas économiquement viable, mais l'isolement, c'est pas humainement viable, et le Covid nous l'a aussi montré. Et le sociologue, alors, qu'est-ce qu'il en dit? Paul Loup. Alors moi je suis plutôt philosophe, mais c'est pas grave. Ah pardon. Non, c'est pas grave du tout. Non, je voudrais revenir peut-être sur la question de l'hésitation vaccinale, parce que ça me semble vraiment le point essentiel enfin un des points en tout cas essentiels dans la question que vous posiez au départ. Des chiffres ont été rappelés au début de ce webinaire, donc plutôt rassurant. Je pense que la leçon sur ces premiers mois, c'est qu'il y a quand même moins d'inquiétudes sur les vaccins. Il y avait au début beaucoup d'inquiétudes sur les vaccins ARN messagers. Je pense que cette inquiétude s'est en partie tarie et une acceptation théorique de la vaccination qui est devenue plus forte. Et je pense que ce qu'on peut tirer comme leçon de ces premiers mois de vaccination depuis décembre, c'est que la confrontation à la réalité de la vaccination a atténué les inquiétudes. Et donc, peut-être qu'une leçon qu'on peut tirer, c'est que la communication, disons, a priori théorique ne fait pas tout. Il faut que les gens soient vraiment confrontés à la réalité, voient les autres, leurs proches, leurs voisins, leurs collègues se faire vacciner pour être plus réceptifs, disons, au message de communication. Donc ça, c'est la première leçon positive. Maintenant, la deuxième chose, c'est la défiance que vous évoquez, qui va peut-être s'amplifier à mesure que seront vaccinés non plus des gens qui ont un intérêt vital, je dirais, personnel à se faire vacciner, mais des gens plus jeunes. Et là, il y a évidemment une défiance qui n'est pas seulement sur les vaccins eux-mêmes, mais beaucoup plus large sur les institutions, sur leur capacité à dire la vérité. La crédibilité a été fortement mise en question avec cette affaire des masques, hein, dont on ne reparlera peut-être pas. Et il y a évidemment un enjeu de justice, hein, la question des inégalités sociales qui a été révélée par la crise, puisqu'on voit à quel point, selon les régions où on habite, donc le taux d'incidence du Covid n'est pas le même, et pourtant la couverture vaccinale ne dépend, enfin, n'a pas été faite en fonction de ce taux d'incidence. Hein. L'exemple de la Seine-Saint-Denis est très éloquent à cet égard, où on a un taux d'incidence très fort et une couverture vaccinale relativement faible. Donc la question qui se pose, je pense pour les gens, c'est au nom de quoi accomplirais-je des efforts pour le bien commun dans une société où j'ai le sentiment que je ne suis pas particulièrement favorisé et même carrément défavorisé en termes de revenus, de pouvoir d'agir, d'égalité des chances, etc. Voilà. Pour le dire assez rapidement, et maintenant peut-être qu'on peut laisser la parole aux sociologues. Merci beaucoup. Alors, je vais remonter, puisque je crois que la première question, c'était avant le vaccin. Peut-être dire, la première chose, c'est que il y a eu d'abord la sidération, et cet élément, c'est le retour du Moyen-Âge. C'est aussi, d'une certaine manière, le retour du tragique. Il y a même des gens qui ont découvert qu'on pouvait mourir. Hein, il y a quand même aussi tout un discours un peu transhumaniste et tout ça. C'est intéressant d'ailleurs. Tous ces gens qui expliquaient qu'on allait vivre 1000 ans, d'un seul coup, on les entend plus du tout, puisque là, on se demandait même si on allait vivre une seconde de plus, quoi. Donc, c'était, je crois, très intéressant. Deuxième élément, c'est que face à ce retour du Moyen-Âge, on a pris une solution qui était celle déjà utilisée au Moyen-Âge, c'est-à-dire le confinement. À l'époque, on appelait ça l'enfermement. On bloquait la ville de Marseille qui est bloquée. Quand les gens sortaient, on leur tirait dessus. Alors là, c'était beaucoup moins violent, puisqu'on tirait pas sur les gens. Mais c'est intéressant, c'est qu'au départ, on n'a pu faire que de reprendre une technique ancestrale qui a été utilisée depuis des milliers d'années. Après, on y a trouvé autre chose, mais en tout cas, j'étais assez intéressé et surpris par rapport à ça. Deuxième élément,
un élément d'éthique aussi d'une certaine manière. C'est que nous sommes dans une société où la définition de la liberté, c'est pouvoir se déplacer. C'est la réussite même d'une certaine manière, c'est incroyable, on peut prendre l'avion, aller au bout du monde, et ainsi de suite. Et là, d'un seul coup, cette idéologie, Pierre-André Taguieff parlait de bougisme, cette idéologie, d'un seul coup, elle est bloquée, parce que la réussite, c'est surtout ne pas bouger. On demandait aux gens de ne pas bouger. Donc là aussi, éthique du mouvement, et d'un seul coup, éthique d'une responsabilité où je ne bouge pas. Et puis, troisième chose, c'est que, en fin de compte, il y a eu aussi cette discussion, est-ce que c'est une responsabilité individuelle? On explique aux gens les enjeux, et on a plutôt fait le choix d'une coercition, c'est-à-dire il faut signer un papier, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'on est plutôt rentré dans une logique en disant les gens ne sont pas matures, ne sauront pas le faire, et du coup il faut leur interdire et vérifier la police qui est présente, et ainsi de suite. Donc là aussi, quelque chose aussi d'un questionnement très fort. Est-ce que on parie sur la responsabilité des personnes, ou bien est-ce qu'on parie plutôt sur la coercition? Et le choix a plutôt été fait celui-ci, même si régulièrement on expliquait aux gens, mais vous êtes merveilleux, vous faites des efforts, ainsi de suite. D'ailleurs aussi avec un discours souvent un petit peu infantilisant d'ailleurs. Alors, et puis, dernière chose, c'est que une conscience physique du fait que nous ne sommes pas tous dans la même situation. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, on l'arrête. L'égalité, il n'y en a pas. Si vous êtes en 30 mètres carrés à 10, c'est pas pareil que si vous avez un jardin. Des gens qui sont partis à l'île de Ré et ailleurs, en voyant ensuite d'ailleurs des photos, et qui très vite se sont calmés en disant en termes d'image, c'est pas génial. Mais enfin, il y a eu plein de manières de se comporter et finalement des inégalités d'abord territoriales et de situations extrêmement fortes. Des inégalités géographiques. Il y a des endroits où il y avait moins de Covid que d'autres, et ainsi de suite. Donc, intéressant. Liberté, égalité. Là, ça fonctionne pas. Fraternité, je terminerai là-dessus. Éthique du care, justement. C'est-à-dire que d'un seul coup, la formule, quand même, qu'on a un peu oublié d'ailleurs après, mais la première formule qu'il y avait, c'était prenez soin de vous, prenez soin des autres, qui est la définition même du soin mutuel, de l'attention à l'autre. Enfin, c'est Lévinas, quoi. Après vous, je vous en prie. Hein. Et donc, on revenait à ça, dans les formules, ainsi de suite. Vraiment, l'éthique du care qui est revalorisée d'un seul coup. Voilà. C'est un peu ça, les 4 éléments que je garderai en tête. Avant, donc, les questions du vaccin. D'ailleurs, c'est intéressant, le vaccin. Et je fais le lien avec ça. C'est qu'on est retour au Moyen-Âge, retour à une technique du Moyen-Âge. Et la seule façon de retrouver la modernité, de la mobilité, ainsi de suite, c'est le vaccin. C'est-à-dire que là, d'un seul coup, le retour de la science. On aura l'occasion de revenir sur les sujets importants que vous posez, qui sont ceux de la liberté et des inégalités. Donc, après le temps du confinement est venu le temps de l'engagement volontaire dans la vaccination, là aussi avec de nombreuses questions éthiques. Entre autres, les enjeux éthiques de promouvoir tel ou tel vaccin, la question de la légitimité des premières indications, sur lequel j'aimerais que vous vous prononciez. Pourquoi les personnes âgées par rapport aux professionnels, d'autres pays ont fait d'autres choix que celui-là? Pourquoi les personnes âgées en EHPAD plutôt que d'autres populations de personnes âgées? Et puis toutes les conséquences sociétales, les enjeux éthiques de ces choix du déroulé de la vaccination en termes d'inégalité sociale, d'inégalité culturelle. Et puis, je sais que vous souhaitez aussi parler des inégalités générationnelles. Est-ce que le docteur Moulias pourrait intervenir là-dessus? Alors, en tout cas, sur les premières populations désignées en EHPAD, c'est quand même celles qui ont payé le plus cher et qui ont été le plus mis en avant lors du premier confinement, où il y a eu après une espèce de prise de conscience de ce qu'on avait imposé aux résidents d'EHPAD, aux professionnels d'EHPAD et aux familles des résidents d'EHPAD. C'est quelque chose qui est venu dans un deuxième temps. Il y a eu des réactions toujours un petit peu à distance après, tout comme quand on a fermé les réanimations aux plus âgés ou aux plus malades. Il y a eu un petit contre-coup médiatique après. Il y a différents niveaux. Hein. C'est que ceux-là, on les voit, on sait les compter. Olivier sait nous donner des statistiques. Par contre, ceux qui vivent chez eux, qui sont potentiellement très malades, qui sont potentiellement avec des gyres très altérés, etc., on a zéro chiffre, zéro visibilité, et on peut même pas donner
donné la mortalité de cette population-là. Ce qui pose un véritable problème parce que quand on parle de génération, enfin de population invisible, c'est une réalité. Voilà, ce sont des adultes qui ne sont absolument pas, qui n'entrent dans aucune statistique. Alors c'est peut-être bien, hein, mais en tout cas, ça permet pas de réfléchir à leur vaccination, à leur protection et à toute la prévention qu'on peut faire autour d'eux. Alors aujourd'hui, il y a la gymnastique de faire rentrer potentiellement les médecins traitants et les pharmaciens dans la vaccination pour pouvoir les atteindre. Encore faut-il pouvoir aller au domicile, rester un quart d'heure à côté d'eux, etc. Il y a eu beaucoup de questions, de conflits d'idées. Ce qui est aussi intéressant, c'est qu'on a, par rapport au choix du vaccin, comme vous disiez, le choix, on l'a pas vraiment. On reste en situation de pénurie et en réflexion de pénurie. On a le vaccin qu'on a sous la main. Et au début, en effet, il y avait les personnes nous appelaient en disant, nous appelions les personnes pour leur proposer une vaccination ou savoir s'ils souhaitaient être vaccinés. Les gens disaient, les personnes les plus âgées disaient oui, mais on aimerait bien savoir lequel vous avez envie de nous coller parce que on n'est pas trop, on se pose des questions sur l'ARN messager, etc. Aujourd'hui, c'est le contraire. Il y a plus, on a du vaccin de façon fluctuante. Beaucoup veulent se faire vacciner. La plupart d'entre eux ne veulent pas se faire vacciner avec de l'AstraZeneca parce que depuis, les temps ont changé. On connaît la deuxième vague, les variants, les clusters, plein de trucs où tout le monde a l'impression de savoir quelque chose. Et on a des situations où en fait le médecin est privé de sa possibilité de choix aussi, qu'il y a celui qui est disponible aujourd'hui, j'ai le droit de vous le donner, j'ai pas le droit de vous le donner, sur quelle indication, parce que c'est l'HAS qui choisit et c'est pas moi qui suis votre médecin là tout de suite devant vous et qui vous connaît bien, qui peut prendre ce choix-là. Et ça aussi, c'est une problématique, alors sans doute d'inégalité, mais aussi de liberté et de décision de traité, enfin de décision médicale en tout cas, qui pose un vrai problème. Je vais passer la parole, sinon je vais en parler pendant des heures. Notre philosophe Paul Loup. Oui. Alors, au-delà de ce que dit Sophie Moulias, qui est très intéressant, peut-être revenir sur le choix qui a été fait en France et dans d'autres pays de privilégier d'abord les personnes très âgées et dans ces personnes très âgées, d'abord les personnes résidant en EHPAD ou dans des unités de soins longue durée. Pour appuyer un tel choix, Sophie Moulias l'a dit, on a invoqué la fragilité de ces personnes résidant dans ces établissements, qui représentent donc 45% des décès dus à la Covid-19, alors qu'elles ne constituent qu'1% de la population. Et sur le fait aussi que l'âge médian de la population des personnes décédées de la Covid est de 85 ans. Alors, d'autres critères auraient été possibles, d'autres critères de choix peuvent être mobilisés. Donc, au-delà de ce critère de l'exposition à des formes graves, le risque fort de transmettre la maladie, donc ce sont typiquement les soignants, les accompagnants professionnels au domicile ou en établissement. Donc un autre critère. Troisième critère possible, l'exposition forte à des risques de contamination. Donc encore une fois, les soignants, les accompagnants, mais aussi les enseignants, par exemple, les caissiers, les livreurs, tous ces métiers confrontés à du public, mais aussi, sans doute aussi, certaines zones particulièrement défavorisées socialement où les logements sont très exigus. Et puis, un quatrième critère, c'est celui de la vulnérabilité sociale induite par la privation de liberté. Et là, on pense tout de suite aux étudiants. Donc, il y avait d'autres critères possibles. Alors, la remarque qu'on peut faire, c'est que, au fond, c'est un questionnement d'équité qui se pose, qui met aux prises plusieurs répartitions du vaccin qui sont envisageables. Et au fond, la question qu'on doit se poser, c'est qu'est-ce qu'on répartit avec ce vaccin? On répartit certes la vaccination, mais à travers le vaccin, qui n'est au fond qu'un outil, on répartit quelque chose peut-être de plus précieux encore, qui est la protection contre le virus, et donc la possibilité à travers ça de s'engager dans des interactions sociales. Ce qu'on peut dire, c'est que en vaccinant prioritairement ceux qui sont le plus exposés au virus, on a choisi une égalisation en part arithmétiquement égale de ce bien, hein, donc ce que Aristote appelle l'égalité arithmétique, en favorisant ceux qui en ont été le plus défavorisés, c'est-à-dire les personnes très âgées. Alors, une autre voie aurait été l'égalité géométrique,
encore une fois en parlant de ce que dit Aristote, donner à chacun selon ses besoins, par exemple, mais là, ça nécessité de faire des discriminations entre ceux dont on considère qu'ils ont le plus besoin d'interaction sociale et ceux dont on considère qu'ils en ont le moins besoin. Et ça conduit au type de phrases assez choquantes, effectivement, qui a été prononcée par ce réanimateur et évoquée au début de ce webinaire. On suppose que les jeunes ont plus besoin, par exemple, d'interaction sociale que les personnes âgées. Donc, j'aurais tendance, moi, à être d'accord avec le choix qui a été fait au départ, mais c'est évidemment un choix qui n'engage que moi, et d'autres choix auraient été possibles. Serge. Merci, merci Louis. Déjà, peut-être première chose, c'est la notion de choix. Gouverner, c'est choisir. Faire de la politique, c'est choisir. Voilà. Diriger, c'est choisir. Donc, qu'il y ait un choix, je trouve que voilà, c'était important de dire voilà quels sont les critères de choix. Deuxième élément, rappeler qu'on a quand même survalorisé, évoqué la question du refus, la crainte des Français et ainsi de suite, en mêlant d'ailleurs très souvent méfiance et défiance, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Dire ce vaccin il est arrivé très vite et ainsi de suite, c'est pas pareil que d'être un bougre d'idiot qui serait contre la modernité. Parce qu'il y avait quand même aussi ce discours très moral, très moralisateur. Ah, vous êtes vraiment dépassé, vous n'avez pas compris, et ainsi de suite. Dans cette société de défiance aussi très forte. Troisième élément, Louis parlait, est-ce que ça induit déjà un conflit générationnel? Est-ce qu'il y a quelque chose autour de cela? On pourrait dire à l'inverse, que le choix qui a été fait, en prenant en compte le fait que plus on était âgé, plus on était globalement favorable au vaccin, et donc plus on était jeune, plus on était contre, d'une certaine manière, de commencer par ceux qui étaient aussi le plus favorable, pour des raisons d'être concerné directement, mais aussi parce que quelqu'un qui se fait de 85 ans qui se fait vacciner a vu dans sa vie disparaître par exemple la polio. Donc c'est très bien ce que ça représente un vaccin. Quelqu'un qui a 20 ans n'a pas vu disparaître quoi que ce soit de ce point de vue-là. Donc il y avait aussi une relation à tout ça sans doute assez différente. Donc d'une certaine manière, on pourrait dire que comme les jeunes voulaient pas se faire vacciner et étaient un peu inquiets sur les effets du vaccin, eh ben on a aussi utilisé les plus âgés. On pourrait inverser. Certains disent ah les vieux ont été protégés, mais d'une certaine manière on peut inverser la proposition en disant on a protégé les jeunes pour être vraiment sûr qu'il n'y avait pas de contre-indication. Et au départ, il n'y avait pas des files de jeunes demandant à être vaccinés. C'est plutôt à regarder comment ça se passait. Et au début, en plus, il y avait une sacralisation extraordinaire. On est là, dans l'EHPAD et tout ça. On félicite. Bon. Donc, il y a eu quelque chose comme ça. Et d'une certaine manière, on pourrait considérer que les plus âgés d'entre nous ont été des sortes de pionniers et sont allés de l'avant. Donc, je trouve que ça inverse un petit peu la proposition autour d'une sorte de guerre des générations ou de choses de ce type-là. Donc, on a aussi fait ce choix-là. Donc vraiment, je voudrais rappeler, méfiance égale pas défiance. On est dans une société de défiance et on a fait finalement pour justement minorer un risque de conflit générationnel. On a commencé par les plus âgés et ensuite par l'autre population où ça avait du sens directement, qui était évidemment le personnel soignant. Paul, tout à l'heure, vous avez donné des éléments donnant à penser que on a fait le choix pour les gens. Après, si je me trompe, c'est à vous de me corriger. Mais en même temps, dans les populations qui étaient visées, on insistait beaucoup sur la liberté de choix. Alors, où est le curseur entre liberté de choix et choix que l'on fait pour les gens? Je fais notamment allusion à certaines pressions sociales, à certaines injonctions à vacciner en EHPAD, et beaucoup en EHPAD ont été confrontés au questionnement de vacciner des personnes en fin de vie, puisqu'on disait qu'il fallait vacciner certaines personnes en EHPAD, toutes les personnes en EHPAD. Et puis, donc, ce choix aujourd'hui des professionnels à se vacciner ou à ne pas se vacciner. Est-ce qu'il y a une liberté à faire? Est-ce qu'on doit répondre à l'injonction? Où est le curseur? Je commence à essayer de répondre à ça. Ben oui. Oui, d'accord, très bien, merci beaucoup. Alors, en effet, c'est une question aussi qui est absolument centrale. La question du recueil du consentement, notamment dans les EHPAD, était une question assez difficile. Et le problème de la liberté du consentement. Le consentement doit être libre et éclairé. Le problème de la liberté, c'est de s'assurer que les personnes ne subissent pas de contraintes et ne se sentent pas forcées de se faire vacciner. Voilà. Donc ça, c'est un premier enjeu qui a été très déterminant, qui me semble
à l'heure où on parle aujourd'hui, non pas résolu, mais peut-être moins d'actualité, puisque la majorité des personnes en EHPAD sont vaccinées, qu'un autre sujet qui me paraît pour le coup décisif, qui est celui de la vaccination des soignants, des professionnels, des accompagnants. Alors, l'hésitation vaccinale reste encore forte et comme vous l'avez dit au départ, très variable selon les professions, puisque dans le milieu hospitalier, 82% des professions médicales ont l'intention de se faire vacciner, pour certaines déjà vaccinées, bien sûr, contre 47% des infirmiers, 30% des aides-soignants, brancardiers, agents d'entretien, etc. Est-ce que il faut obliger les professionnels à se faire vacciner? Quelle est la liberté de choix? Sur le fond, et je pense que certains soignants seraient d'accord avec ça, il n'est peut-être pas totalement injustifié, irrecevable que les personnes les plus susceptibles de transmettre le virus aient au moins une obligation éthique de se faire vacciner. Euh, En revanche, une obligation juridique, ça se discute davantage, d'abord parce qu'on se demande bien comment ce qu'on va faire dans un contexte de tension hospitalière si les professionnels de santé refusent de se faire vacciner. Est-ce qu'on va les licencier? On voit que pratiquement c'est quand même assez difficile à imaginer. Encore une fois, la question n'est pas aussi une question d'éthique du soin. Du point de vue de l'éthique du soin, bon, il y a un certain nombre de devoirs et on peut concevoir que celui-ci en fasse partie, mais aussi d'éthique d'organisation et d'éthique organisationnelle. Il faut le rappeler quand même, un grand malaise des soignants depuis le début de la crise et bien avant la crise, il y a quand même ce sentiment d'avoir été fortement exposé au virus, au départ sans équipement de protection individuelle, sans masque notamment, aux conséquences de la crise, pour certains d'avoir été confrontés à des morts très violentes, très difficiles, à des situations d'éthique très compliquées. On peut comprendre que ce malaise dispose assez peu à vouloir prendre de nouveaux risques ou à faire de nouveaux efforts en se faisant vacciner pour une partie des soignants qui le refuseraient. Voilà. Ce que je dirais, c'est qu'il n'est peut-être pas possible d'imposer toujours des devoirs, des sentiments de culpabilité aux soignants et de ne pas entendre leurs revendications, qui ne sont pas seulement des revendications financières, mais aussi celle d'être davantage associé au fonctionnement de l'hôpital, celle de ne pas être considéré comme de simples rouages de la machine hospitalière. Et à cet égard, je crois que l'appel à la responsabilisation, au devoir moral, voire l'obligation serait non seulement contre-productif, mais pourrait accroître ce malaise. Docteur Moulias, vous qui êtes dans la mise en œuvre de la vaccination, quelle réflexion ça vous inspire? Fait d'accord. Et remercie vivement Paul Loup puisque on est vraiment dedans et que c'est vécu de cette façon-là par le milieu du soin hospitalier. Après, c'est-à-dire que toujours les premiers sur lesquels on tape, les premiers qu'on met devant et voilà, qui à être où il n'y a pas eu, il y a eu aussi un certain une certaine aigreur, on va dire, ou une certaine acidité après le premier confinement et à la montée de la deuxième vague. Mais il y a aussi que la réflexion, en fait, à chaque fois est très institutionnalo-centrée, pour pas dire hospitalo-centrée, puisqu'on pense aussi au personnel des EHPAD, qu'à chaque fois, il y a aussi les personnels du soin à domicile qui s'occupent du handicap et du grand âge à domicile, de la dépendance, en fait, mais aussi voilà, de toute l'assistance de vie sur lesquelles on a absolument la main, même pour l'information ou même pour pouvoir leur ouvrir un poste de vaccination dédié. Donc on a là aussi une inégalité qui survient avec sur le fait qu'on met toujours en avant les professionnels de l'hôpital alors que dès qu'on peut les remettre en arrière, on les remet en arrière. Enfin, je veux dire, au début, on a vacciné
avec beaucoup d'intensité les professionnels de l'hôpital parce que c'était les seuls qui étaient là pour recevoir les doses de vaccins qu'il y avait. Et puis après, on a décidé qu'on ouvrait des centres en ville pour vacciner des personnes en ville. On a retiré toutes les doses à l'hôpital du jour au lendemain, même s'il y avait toujours des professionnels qui voulaient bien venir se faire vacciner. Donc il y a eu aussi cette espèce à chaque fois de décalage et de frustration pendant que la pensée humaine a un temps pour maturer sans doute et que le temps que la société, que les réseaux sociaux, en tout cas que tout le monde s'y mette. Mais par contre, en ville, on a voilà, il n'y a pas cette structuration-là pour retrouver les équipes parce qu'il n'y a pas forcément d'équipes aussi, parce qu'il y a beaucoup d'organisations qui sont sans structuration sur laquelle on peut avoir la main et qu'il faut aussi réfléchir à tout cela, je pense, tant à leur accès qu'à leur possibilité de vouloir. Et ma dernière petite réflexion, c'est qu'à chaque fois, alors l'autonomie en tant que capacité à décider pour soi, elle est complètement écrasée depuis le début de la pandémie Covid. Hein, donc on n'a pas le droit de dire non plus si on veut ou si on veut pas être réanimé, si on veut ou si on veut pas être hospitalisé, si on veut venir à l'hôpital et qu'il n'y a pas de place à l'hôpital, ben on vient pas à l'hôpital. Mais par contre, la question aussi, c'est la liberté, enfin ou l'autonomie qu'on donne à celui qui refuse. Et celui qui refuse, où est-ce qu'on le met? Et est-ce qu'on le laisse à égalité des autres, à égalité de chance, à égalité de place sociétale? C'est une question pour demain, mais c'est aussi une question pour aujourd'hui, parce que on a toujours la problématique d'accès aux soins, pas que aux soins Covid, accès aux soins à l'hôpital et accès aux soins à l'extérieur, enfin dans la cité. Serge, j'ai fini. Merci. Alors pour aller très vite, parce que vraiment première chose, liberté de choix quand on est très fragile. Je pense en particulier aux personnes touchées par des maladies neuroévolutives. Compliqué quand même, très compliqué. Donc là, à un moment donné, question éthique, qui choisit pour qui et comment. Question de choix quand on n'est pas très à l'aise, on est chez soi et on n'est pas très à l'aise avec les outils Internet. Comment on fait? Alors, c'est en particulier les plus âgés, mais aussi plein d'autres personnes touchées par des déficits cognitifs ou simplement touchées par l'électronisme. Donc là, on a quand même un sacré sujet. Deuxième sujet, un petit peu un problème de riche quand même. C'est intéressant. Au début, je veux pas de l'ARN parce que je sais pas trop ce que c'est, et maintenant, je veux pas de l'AstraZeneca parce qu'on m'a dit que il y a quand même un petit côté gosse de riche. Je veux celui-là plutôt que celui-là. Ou derrière, il y a une notion un peu vraiment de société de consommation. On est tellement habitué à avoir 200 yaourts à choisir qu'on voudrait avoir 200 vaccins aussi à choisir. Donc c'est intéressant quand même aussi cet élément-là. Et puis troisième élément sur la question des soignants, on pourrait dire quand même que dans un premier temps, il y a une sorte de victoire symbolique. On applaudit, et ainsi de suite. On n'applaudit pas tous les soignants, d'ailleurs. On n'applaudissait pas tellement les gens qui travaillaient dans les EHPAD. En tout cas, on applaudissait l'hôpital public, et ainsi de suite. Victoire symbolique très forte qui ne s'est pas toujours traduite ensuite par une victoire économique, on pourrait dire. Mais en tout cas, il y a eu cet élément-là. Et là d'un seul coup, un petit peu un retournement, puisque le discours gouvernemental, c'est quand même, vous n'êtes pas très sérieux, c'est pas bien ce que vous faites. Et donc, avec quelque chose un peu très moralisateur. Et je terminerai juste là-dessus, c'est d'abord la capacité de l'État à obliger. Le grand problème de l'État aujourd'hui, c'est qu'il fixe des lois qu'il ne sait pas faire suivre. C'est un gros sujet qui concerne évidemment pas que les soignants. Donc, et sa capacité aussi à créer de la confiance, de la légitimité. On parle de violence symbolique quand on parle de l'État, mais on pourrait aussi parler d'engagement symbolique. Or, aujourd'hui, l'État est assez démuni parce qu'il n'a pas fait la preuve nécessairement de sa grande organisation, et ainsi de suite. Donc, il a un très gros déficit de légitimité qui, du coup, est perçu aussi par des soignants qui disent t'es bien gentil, mais c'est à nous de décider. Et Serge, vous faites allusion à quelque chose que on n'est pas d'envie de manière très aiguë, c'est la labilité de la gratitude et de l'image que l'on peut avoir. Au départ, vous faisiez allusion au fait qu'on était héros, mais en EHPAD aussi, hein, quelquefois on a été applaudi, et puis aujourd'hui on est un peu traité ou considéré comme des personnes irresponsables à ne pas vouloir se faire vacciner, en oubliant que et avant et maintenant, ce sont des humains avec des déterminants d'humains. On a besoin de références non humaines. Alors maintenant, après la vaccination, qu'est-ce qu'on fait? Ça renvoie à des questions qui sont posées là dans le chat par certains auditeurs. Est-ce que on continue à confiner au prétexte que tout le monde n'est pas vacciné?
Est-ce qu'on continue à considérer que les personnes âgées sont des pièces de musée ou des objets de vitrine qu'il faut conserver le plus possible, en oubliant peut-être le rôle social de la personne âgée? Ça pose la question du rôle social de la personne âgée. Et puis au-delà de ça, la question de avec les déterminants éthiques, de rendre obligatoire ou non la vaccination, les enjeux éthiques du passeport vaccinal, et puis ça nous renvoie au sujet de départ qui était la vaccination est-elle là aussi une source d'inégalité? Est-ce que Paul Loup, sont des sujets qui vous inspirent évidemment? Alors on peut recommencer à parler des EHPAD et puis on parlera aussi des autres personnes, enfin des personnes résidentes en EHPAD. Je pense que peut-être que le risque auquel on se confronte aujourd'hui, alors que les restrictions continuent d'être très fortes dans les EHPAD, alors même que la population des EHPAD est en grande partie vaccinée, c'est celui d'un sentiment d'avoir été simplement dupé, parce que la vaccination a pu représenter pour beaucoup la condition d'un allègement de ces restrictions. Donc il reste encore beaucoup de restrictions, restrictions des visites, restrictions des sorties. Les personnes ne peuvent pas être visitées en chambre du tout dans la plupart des EHPAD. Alors, il semblerait que ce soit en train, dans ces jours-ci là, de bouger plutôt dans le bon sens. Donc, il y a eu un avis du Conseil d'État la semaine dernière qui s'opposait à la recommandation de l'État de maintenir des interdictions de sortie. Et puis Brigitte Bourguignon donc a annoncé qu'elle proposerait un assouplissement des mesures des visites, des restrictions des visites des familles. Sur ce sujet, peut-être que le point central, c'est que l'argumentation reposant sur la vaccination, disant que la vaccination est finalement le sésame qui va nous permettre d'alléger ces restrictions, est à double tranchant. C'est-à-dire que pour peu que le variant sud-africain nous mette en échec la stratégie vaccinale, et pour peu qu'il y ait de nouvelles menaces, alors le risque c'est que cette argumentation s'effondre et qu'on puisse justifier de nouveau le confinement, l'enfermement et des restrictions très fortes. Donc l'argumentation, elle doit aussi porter sur les droits des personnes. Pas seulement sur la vaccination, mais sur les droits des personnes à pouvoir voir leur famille, à pouvoir sortir, à pouvoir être visités dans leur chambre. Deuxième point qui est tout à fait différent sur la question du passeport vaccinal ou du pass sanitaire. Je n'ai pas suivi la dernière formulation en date. Il me semble qu'on peut justifier cela, et c'est peut-être moins pire que des solutions alternatives qui seraient soit de tout ouvrir sans sécuriser les lieux, soit de continuer à tout fermer. Et d'ailleurs, la vaccination, ce n'est pas quelque chose de totalement nouveau, puisqu'il y a des vaccinations obligatoires dans la petite enfance, et voilà. Donc la question, c'est de savoir quel est le bon moment en fait pour instituer ce pass sanitaire. Si on l'impose trop tôt, on pénalise ceux qui n'ont pas eu accès au vaccin, et si on l'impose trop tard, on fait perdurer des restrictions sanitaires. Donc la question, c'est de savoir quand nous allons pouvoir l'imposer, mais je ne suis pas défavorable à cela personnellement. Et puis l'autre enjeu qu'il y a devant nous, mais là je me répète, c'est évidemment l'hésitation vaccinale, la défiance. Serge Guérin en a beaucoup parlé, donc je vais le laisser s'il veut en parler encore, mais je pense que c'est quand même le principal enjeu pour les années qui viennent, parce que je pense que comme la grippe, le Covid risque de s'installer pour de nombreuses années maintenant. Serge, avant que vous nous donniez une vision globale, transversale, la voie de l'opérationnel de terrain, Sophie, comment vous voyez l'après-Covid? Cette première étape de l'après-Covid. Ouais. L'après-Covid, c'est pas pour tout de suite, mais là, c'est pour l'après
à l'après-premier round de vaccination. Comme l'a dit Paul Lou, je pense qu'il va falloir apprendre à vivre plusieurs années avec. En tout cas, c'est la logique d'un coronavirus. Et il va falloir aussi s'adapter nous. Je pense que la logique pour se retourner vers le sens, et le sens de faire une vaccination, c'est de trouver un vivre ensemble avec un renouveau dans les libertés et dans le fait de pouvoir se voir et créer un ensemble sociétal et pas qu'un ensemble familial. En fait, on a déjà progressé un petit peu sur le vivre ensemble en famille pour voir comment ça pouvait être fait. Et on a besoin d'étendre cette réflexion-là à vivre ensemble en société et comment est-ce qu'on peut se positionner. Et je pense que là, on a besoin de s'interroger sur toutes les questions qui sont, alors éthiques ou pas, qui sont apparues là. Alors moi, je pense pas qu'il faille s'intéresser sur l'utilité des personnes âgées, parce que l'utilité des personnes, les personnes sont là, quelles qu'elles soient âgées, handicapées, jeunes, vieilles, intelligentes, moins intelligentes. Voilà, tout le monde a sa place. Mais par contre, on peut s'interroger sur notre rapport à la longévité. Parce que la seule façon qu'on ait trouvé de vivre, c'est de vivre vieux. C'est notre façon de s'interroger aussi sur notre rapport à la mort, sur notre rapport à la vie, et que sur la vaccination, c'est le pari de la vie, et qu'il faut avancer sur cette idée-là. Je ne prononcerai pas sur le passeport vaccinal, parce que j'attends le propos de Serge dessus. Serge. La pression est énorme, Sophie. Alors, première chose, oui, redécouverte, on pourrait dire, rôle social des gens âgés, la diversité des rôles sociaux. Deuxième élément, quand même, ce qui a été aussi un des marqueurs, et de ce point de vue-là, un recul de 20 ans au moins dans les représentations, dans les imaginaires, c'est qu'on a défini les gens, et en particulier les plus âgés, uniquement en fonction d'une norme d'âge, sans voir qu'à 75 ans, on peut être très très différent, en pleine forme ou très fragile, et ainsi de suite. Et on a vu l'âge que comme un manifeste de la fragilité. Troisième élément, on disait, on n'est pas du tout dans l'après-Covid, on est dans l'avec-Covid, et je dirais même plus largement, on est peut-être dans l'avec-tragédie. C'est-à-dire que c'est un peu aussi le retour de l'histoire. Il n'y aura pas que les virus, il y aura des virus informatiques, enfin il y aura plein d'autres choses. On redécouvre simplement qu'on n'est pas du tout dans une mer par temps calme, on est dans des moments extrêmement difficiles. Voilà, j'irai pas plus là-dessus. Quatrième chose, j'essaie d'aller très vite, c'est sécurité, liberté. C'est aussi, je reprends Max Weber, éthique de conviction et éthique de responsabilité. La conviction, c'est qu'il faut que chacun soit libre. La responsabilité, c'est à certains moments, est-ce que je ne dois pas réduire la liberté pour permettre à ce que chacun ait plus de liberté d'une certaine façon. C'est-à-dire que parfois, une obligation donne aussi de la liberté. Quand Jules Ferry rend l'école obligatoire, c'est une obligation, mais il donne la liberté extraordinaire de l'éducation. À un moment donné, on peut aussi s'interroger sur cet élément-là. Et donc, derrière, se dire aussi que finalement, ce qui est en jeu, c'est cette notion de est-ce qu'on a un destin commun? Si on estime que dans ce pays-là, dans cette nation, on a un destin commun, on a donc une conscience de ce destin commun, et dans ce cas-là, je prends en compte aussi, par exemple en me faisant vacciner, parce que je participe au maintien de ce destin commun. Ou est-ce que je considère que finalement je ne suis pas interdépendant des autres et j'en ai rien à faire, et que ils font ce qu'ils veulent, moi je vais me protéger autrement, ou moi je m'en fiche. Ce qu'on appelle aussi parfois le voyageur clandestin. Si tous les autres se font vacciner, je n'ai pas besoin d'être vacciné. Et dans ce cas-là, c'est un peu l'ultra-individualisme, on pourrait dire, aux autres de faire l'effort et pas à moi. Sauf que évidemment, si chacun dit cela, ça marche pas du tout. Donc c'est finalement derrière ça, c'est cette notion de confiance. Est-ce que j'ai confiance dans l'autre? Est-ce que j'ai confiance dans une institution? Est-ce que j'ai confiance dans une nation? Est-ce que je me sens participer d'un destin commun? Et ça sera quand même ça la plus belle ou la non-réponse à la question, à la tragédie pandémique. Merci pour toutes ces perspectives que vous nous ouvrez. Je laisse la lourde charge au docteur Aquino, donc médecin gériatre, délégué général de la Société française de gériatrie et surtout ici vice-président de Gérondif, de faire une synthèse de tous ces échanges. Jean-Pierre. Merci beaucoup de me laisser la parole et bravo à nos intervenants qui ont su en quelques mots donner un sens et rappeler les valeurs qui animent le fondement éthique. Réflexion sur les valeurs qui orientent et qui motivent nos actions, c'est bien la définition que nous partageons.
il est important de rappeler, parce que nous l'avons vécu et nous allons probablement malheureusement le vivre encore les semaines à venir, les difficultés du terrain. L'accès au lit Covid est de nouveau, par exemple, en région Île-de-France et dans d'autres régions encore, cette accessibilité pose problème pour des personnes âgées. L'accès aux soins non Covid, trop souvent oublié, avec le fait de différer la coloscopie pour rechercher un cancer, différents examens ou des actes chirurgicaux qui s'avéreraient nécessaires. Et puis, les conséquences de l'isolement, puisque finalement, les orateurs ont bien rappelé que cet isolement existe toujours en EHPAD, avec des chiots qui sont quand même raréfiés, et la rupture du lien social est source de troubles psychopathologiques, pour ne pas dire psychiatriques, chez des malades porteurs d'affections chroniques préalables. Au-delà de ces difficultés, la mise à mal de la devise de la République ressort de manière tout à fait claire. La liberté existe-t-elle toujours? L'égalité est-elle toujours d'actualité? Et la fraternité est-elle au rendez-vous? Ces différents points ont été débattus et on voit bien que cette liberté, égalité, fraternité sont quelque peu bousculées. Mais une réflexion incontournable que l'on entend régulièrement par les médias, responsabilité individuelle, responsabilité collective. C'est un très beau sujet de philosophie qui pourrait être posé au prochain bac et on voit bien que ce sujet définit ou met en évidence un certain nombre de limites avec deux risques majeurs. Premièrement, celui de l'infantilisation et le second qui est le risque de conflit intergénérationnel dans cette discussion au quotidien. Alors, la vaccination, c'est le grand espoir. C'est un outil mis à disposition qui va permettre de nouveau de retrouver un lien social structuré. Et tout le monde aspire à se retrouver au restaurant, à partager des réunions avec des amis. Si donc cet outil vaccinal doit permettre de vivre avec ce virus dans les années à venir, et cette notion de durée du contexte infectieux a bien été soulignée, encore faut-il que l'on puisse définir, là encore, une stratégie vaccinale adaptée, mais je crains que le mot qui a d'ailleurs été utilisé soit celui d'une asynchronie de la stratégie vaccinale au niveau de notre pays. Et à cela, il faut ajouter, et je reprends les mots du numéro 1 de la République française, le Gaulois réfractaire. Le Gaulois réfractaire et contestataire qui est à l'origine d'un refus, qui est à l'origine d'une remise en cause de la vaccination, avec parfois des arguments qui parfois ressortent du complotisme. Le passeport vaccinal a été évoqué. Pourquoi? Eh bien parce que si le but du vaccin c'est de vivre à nouveau ensemble comme auparavant, il semble être, je dirais, une perspective tout à fait intéressante. Pourquoi pas le passeport vaccinal sous réserve de définir le moment où il sera appliqué, c'est-à-dire la période pendant laquelle le plus grand nombre de nos concitoyens auront été vaccinés afin de ne pas créer un élément perturbateur supplémentaire qui s'appelle la discrimination. Alors, quid des professionnels face à la vaccination? Une obligation? Point d'interrogation. Certains osent avancer cet argumentaire. Et la différenciation bienvenue a été faite entre une obligation éthique, en disant qu'il est souhaitable, vous êtes professionnel de santé, éthiquement parlant, il est important, compte tenu des liens que vous avez avec vos malades, que vous soyez vaccinés, à différencier de l'obligation juridique qui serait probablement une rupture violente, je dirais, de l'intimité au niveau de la décision. Il faut sûrement replacer ces deux éléments concernant l'obligation dans un contexte qui mérite d'être rappelé. Souvenez-vous, cette grève, notamment aux urgences, bien avant le Ségur de la santé. Souvenez-vous des soignants sans protection. Souvenez-vous de la mortalité au quotidien constatée dans les services de réanimation. Donc, le poids porté par les équipes soignantes est particulièrement lourd. Il faut bien évidemment en tenir compte. Alors, pour terminer cette très brève synthèse, et désolé vis-à-vis des orateurs qui ont défendu tel ou tel point de vue que je n'aurais pas rapporté, je voudrais dire un petit mot plus personnel, mais je ne manque pas, en vous écoutant, d'y penser, qui est la stratégie de communication vis-à-vis de nos concitoyens. J'ai lu récemment un papier
sur un dossier que vous connaissez, qui est le coup de pouce, le nudge, utilisé dans les stratégies psychosociales. Eh bien, j'ai appris que le président de la République avait fait venir auprès de lui, il y a maintenant plusieurs mois, un spécialiste des sciences comportementales pour travailler le nudge et tenter par des moyens simples de modifier le comportement de nos concitoyens et en particulier vis-à-vis de la vaccination. Alors comment faire? Eh bien, probablement structurer une communication la plus performante possible, mais aussi prendre appui sur des référents professionnels ou au sein de communautés qui vont porter la bonne parole. Et puis, il y a même une expérience d'un robot de discours sous forme de chatbot dans les hôpitaux qui permettrait de répondre en direct aux questions, notamment des personnels soignants. Donc voilà, Monsieur le Président, quelques réflexions synthétiques mais partielles de ce que j'ai entendu avec beaucoup de plaisir. Merci Jean-Pierre. Il nous reste quelques minutes pour répondre aux questions qui nous ont été posées. Il n'est pas étonnant que dans notre pays, beaucoup de questions tournent autour de la liberté. C'est un des mots qui a été le plus utilisé par les intervenants. Alors je retiens peut-être deux questions qui plus ou moins se rejoignent. C'est quelles seront les conséquences des décisions actuelles visant à, entre guillemets, obliger ou priver les gens de leur liberté de décision? Et puis une question pour l'éthicien, obligation, les éthiciens, il y en a plusieurs autour de la table, obligation éthique, n'est-ce pas antinomique? Je peux répondre pour la deuxième question, si vous voulez. Non, je crois pas que ce soit antinomique. Il y a une grande tradition en philosophie morale qui est la pensée déontologique en philosophie morale, enfin les éthiques déontologiques, les éthiques du devoir, notamment dont un des représentants les plus célèbres est Emmanuel Kant. Avec cette idée d'impératif catégorique, non, je ne crois pas que l'idée d'obligation éthique soit paradoxale. On peut se donner à soi-même des obligations, on peut en recevoir de l'extérieur pour le fonctionnement d'une collectivité. D'ailleurs, nous approuvons certaines des obligations qui nous sont imposées dans un cadre déontologique, dans un cadre juridique. Donc, ce qui veut bien dire que nous avons aussi des opinions éthiques, les obligations qui nous sont imposées. Donc je ne crois pas que ce soit contradictoire et je maintiens que la vaccination peut faire partie de ces obligations éthiques. Et ce qu'on n'a pas dit dans la discussion, c'est qu'il y a certaines vaccinations qui sont obligatoires pour les soignants, hein. Diphtérie, tétanos, polio notamment, je crois. Donc ça ne me paraît pas irrecevable. La première question, je m'en souviens plus, et puis je vais peut-être laisser les autres parler. Alors peut-être une question aux sociologues. Qu'est-ce que cette vaccination peut révéler des notions d'obligation et de liberté de choix? Est-ce que ça vous inspire des réflexions, Serge? Alors, peut-être vaccination, c'est aussi il y a aussi une symbolique. Pourquoi il n'y aurait pas? Il y a un désir de vaccination après tout. Tout le monde a dit avec la vaccination, on sera plus libre, et ainsi de suite. Donc c'est aussi ça. Je pense qu'on l'a trop mis sur un aspect négatif. Ah, il faut le faire. Et puis c'est pas bien de pas le faire. Mais bazar, c'est aussi un bonheur. C'est aussi une chance incroyable. Donc, faut aussi positiver un petit peu les choses. On est dans un climat quand même qui est toujours hyper négatif. Encore une fois, je disais tout à l'heure, un peu d'enfant gâté, quoi. À un moment donné, on a cette chance incroyable. Voyons-la aussi comme une chance. Voyons-la aussi comme quelque chose de positif. Et peut-être aussi, puisqu'on est aussi dans un moment où la science est parfois remise en cause, où certaines personnes mettent tout au même niveau, ça permet aussi de hiérarchiser les choses. Une opinion, une croyance, ce n'est pas la même chose qu'un fait prouvé, par exemple. Donc c'est aussi peut-être nous obliger un petit peu, au-delà de la vaccination, c'est aussi une question d'éducation et de prise de conscience de qu'est-ce que c'est qu'une vérité, qu'est-ce que c'est qu'un mensonge, qu'est-ce que c'est la différence entre une opinion, une croyance et un fait établi. Les faits sont têtus, comme disait l'autre. À un moment donné, c'est aussi peut-être revenir à cela, en pensant à la vaccination comme étant aussi un moyen de peut-être se comporter de manière plus adulte et de peut-être ne pas être infantilisé. C'est prendre une responsabilité, une co-responsabilité collective et morale. Sophie, si vous voulez avoir les dernières paroles.
par rapport aux questions qui viennent d'être posées, je pense qu'elles ont été très très bien résumées. Je pense aussi, comme Paul Loup, ce n'est pas antinomique de parler d'obligation éthique. La question du choix, qui est aussi une obligation éthique quotidienne à laquelle nous nous soumettons nombreux quotidiennement. Et quant à ce que vient de dire Serge, je suis aussi tout à fait d'accord. J'ai trouvé que pendant ces quelques minutes, en tout cas, où on a débattu tous les trois, il y a une vérité assez positive qui est apparue, et je suis d'accord avec Serge sur le fait qu'il faut quitter cette position absolument détestable de toujours tout mettre en doute. C'est bien de douter, mais il y a un moment où il faut aussi voir les choses positivement et aller de l'avant. Comme j'ai essayé de le dire tout à l'heure, on prend tous le pari que ça va nous permettre de retrouver une vie qui ne sera pas la vie d'avant, qui sera une vie différente. Mais ce pari-là, il est tenable que si on continue dans cette idée-là et qu'on quitte cette pensée tout à fait qui nous met tous en tension les uns vis-à-vis des autres. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir permis d'y participer. Donc merci à ces trois éminents experts de m'avoir permis aussi de partager ces échanges avec eux, extrêmement enrichissants pour nous tous. Et je passe la parole avec plaisir à Alice Jaffré, notre déléguée régionale FHF Île-de-France, et à son intervenante Caroline Baclay-Roussel. Place au jingle. Deux Alice, on projets vous entend présentés par Gérondif. Sinon, je vais parler avec la langue des signes. Ça y est, Alice, on vous entend. On m'entend, parfait. Donc je disais merci Louis, ravi de vous retrouver pour cette deuxième partie consacrée à la présentation de deux projets éthiques de Gérondif. Donc pour le premier projet, je vais être rejointe par le docteur Caroline Baclay-Roussel, qui est docteur en psychologie, chef de projet et de recherche à Gérondif. Un baromètre sur les représentations du vieillissement en Île-de-France. Et ce qui est absolument passionnant, c'est que comme ce baromètre est annuel, eh bien, il a été conduit en 2020. Donc, il va pouvoir répondre à cette question de est-ce que finalement la crise a eu un impact sur la représentation qu'avaient les franciliens des personnes âgées. Donc, avant de vous laisser la parole, docteur, je voulais en introduction, donc le baromètre, il s'appuie sur la question de la perte d'autonomie et sur l'image des personnes âgées et sur un concept qui est celui de l'agisme. Or, 86% des personnes interrogées ignoraient ce qu'était l'agisme. Et c'est peut-être le cas de certains de nos auditeurs. Est-ce que, avant de présenter le baromètre, vous pourriez nous définir ce qu'est l'agisme ? Oui, bien sûr. D'abord, merci pour cette introduction. Et puis, oui, je vais commencer par là, même si c'est pas le premier sujet sur lequel je vais présenter les chiffres, mais l'agisme, c'est l'ensemble de toutes ces attitudes, de tous ces comportements discriminatoires, de ségrégation ou de mépris que l'on peut avoir envers soit un individu, soit un groupe d'individus en raison de leur âge. Donc, on fait de l'agisme quand on dit « Ah, vous les jeunes », et on fait de l'agisme également lorsque on s'adresse aux personnes âgées en mettant en avant des caractères discriminatoires. Voilà. Cette définition pour introduire mon propos. Je vais commencer peut-être par recontextualiser ce baromètre qui, petite correction par rapport à ce que vous aviez dit, nous avons eu la chance, en tout cas il y a eu un calendrier tout à fait favorable pour la réalisation d'un baromètre dans un temps relativement restreint, puisque un premier baromètre avait été réalisé à notre initiative en mars 2020 dans le cadre de l'évaluation de l'action Solidage, qui est un projet phare de Gérondif que j'ai la chance de piloter. Ce projet vise à concevoir des outils et une campagne de communication innovante autour des enjeux de prévention et de lutte contre l'agisme, justement.
Et donc, nous avons lancé ce premier baromètre en mars 2020 et l'ensemble des répondants a fini de répondre juste avant que le premier confinement soit décrété, donc juste avant le 17 mars. Et donc, ce premier baromètre était très clair sur certaines notions, notamment sur l'idée et la nécessité de sensibiliser les franciliens aux enjeux de la prévention de la perte d'autonomie, ainsi que sur l'indispensable changement qui doit s'opérer dans la population francilienne sur le regard que nous portons sur la vieillesse. Puisque le confinement est arrivé juste à la fin de ce premier baromètre, nous avons estimé qu'il était tout à fait intéressant d'en prévoir un second très rapidement dans la foulée. Et nous avons 5 mois plus tard souhaité mesurer par le second baromètre dont je vais vous présenter les résultats, si des évolutions dans l'image et dans la place des personnes âgées pourraient être le fait des bouleversements dus à la crise. Alors évidemment, on ne savait pas que les choses dureraient encore plus longtemps, on s'en doutait, mais il était important peut-être déjà là de mesurer quel impact les choses pouvaient avoir eu sur l'image et sur la position des personnes âgées. Pour commencer mon propos, je vais d'abord vous rappeler, enfin vous présenter les résultats qui concernent le sujet de la perte d'autonomie et de la position des franciliens sur cette question-là. Les chiffres importants à retenir sont déjà que 37% des personnes interrogées qui se disent concernées par la perte d'autonomie. Ce sont des chiffres qui attestent du fait que c'est un enjeu relativement identifié par la population francilienne. C'est plus d'un tiers des franciliens qui se disent concernés. Mais ça veut également dire que 63% se déclarent vraiment non concernés par cette question, ce qui constitue, et c'est là que c'est intéressant, un résultat en hausse de 5 points par rapport au premier baromètre qui avait eu lieu en mars. J'ai oublié, excusez-moi, oui, j'ai oublié d'avancer ma diapositive. Ce qui constitue donc une hausse de 5 points par rapport au baromètre qui avait été réalisé en mars. La crise a donc fait baisser la sensibilité des franciliens sur cette question pourtant essentielle de la prévention de la perte d'autonomie. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que l'autonomie reste un enjeu, mais du fait de la crise, elle est en retrait des préoccupations principales des personnes qui ont été interrogées. Par ailleurs, et pour ceux qui se sentent concernés, les réponses fournies attestent qu'il y a un changement de position des répondants entre le baromètre de mars et celui de septembre. Contrairement à avant la crise, les personnes qui ont répondu au baromètre se sentent moins personnellement concernées par le risque de perte d'autonomie. En fait, leur position s'est un peu décalée et leur conscience de ce risque est davantage perçue comme un sujet sociétal que comme un enjeu personnel ou comme une expérience directe. Donc, on peut y voir probablement ici des effets de la crise sanitaire. Alors, hop. J'ai un problème avec mes diapositives qui passent 2 par 2. Ah non, voilà, ça y est, c'est bon. Pour ce qui concerne maintenant la vision des dispositifs de prévention, qui est un sujet évidemment essentiel pour qui prévoit de faire de la prévention, eh bien, les chiffres montrent qu'ils sont trop peu connus des franciliens puisque 77% des personnes interrogées ont déclaré ne pas avoir connaissance du tout de dispositifs ou de messages de prévention. Donc, ce chiffre est un petit peu moins important, en léger recul par rapport à ce qu'il était en mars 2020. Peut-être parce que ça pourrait faire penser que la crise a rendu discrètement plus visibles certains messages de prévention, mais il faut rester quand même très prudent car ça reste extrêmement discret comme hausse. Le fait d'avoir été confronté à des messages, donc pour ceux qui disent avoir été confrontés à des messages et à des campagnes de prévention de la perte d'autonomie, l'impact reste très modeste également puisque plus d'un tiers de ces franciliens-là, ceux qui y ont été confrontés, ne se disent à nouveau pas concernés et ça c'est un chiffre qui est en hausse depuis le mois de mars. En revanche, sous l'effet de la crise, les répondants ont déclaré avoir été davantage à la recherche d'informations et ont davantage échangé sur ce sujet de la perte d'autonomie, soit avec des professionnels, soit avec des gens de leur entourage.
Donc, peu d'impact en termes d'action, mais peut-être une petite sensibilisation accrue du fait de la crise. Mais de toute façon, les messages, la visibilité des messages de prévention reste insuffisante et la crise n'a simplement peut-être que augmenter un petit peu, inciter davantage les franciliens à en parler, mais en tout cas pas à agir ni réellement se sentir concernés. Alors, même problème que tout à l'heure, voilà. Je sais pas, je dois avoir une mauvaise sensibilité. Alors, maintenant, je vais vous parler des résultats qui concernent le second volet qui est le volet de l'image et de la place des personnes âgées. Avec la crise sanitaire et puis ses conséquences et puis certains discours autour des personnes âgées, comme l'a rappelé le professeur Anon au tout début de ce webinaire, il nous était permis de craindre un impact négatif sur l'image des personnes âgées. Notre premier baromètre, celui de mars, montrait qu'il y avait une image positive aux yeux des franciliens des personnes âgées et des seniors, puisque sur une échelle de 1 à 10, la note était en moyenne de 7 sur 10, donc une image plutôt positive. Eh bien, après la crise, en tout cas après le premier confinement et en septembre, cette note ne s'est pas modifiée. Elle est restée exactement la même. Et il est très intéressant de noter que quand on analyse un petit peu plus finement ces résultats, eh bien, ce que l'on voit, c'est que ce sont les jeunes générations, c'est-à-dire la tranche des 15-34 ans, qui, après l'été, a une perception plus positive des seniors qu'avant l'été. Alors, il faut peut-être y voir là le signe d'une plus grande sensibilité des jeunes à la situation des seniors depuis le début de la crise. Comme en mars, ce baromètre confirme que la majorité des franciliens déplorent le manque de place que l'on accorde aux seniors dans notre société. Et donc, c'est très rassurant de constater que la crise sanitaire et que le discours autour des personnes âgées n'aura pas modifié ça, n'aura pas exacerbé la fracture générationnelle. En tout cas, ce chiffre ne semble pas le montrer. Concernant les attentes envers les personnes âgées, les franciliens interrogés attribue toujours comme rôle prédominant et comme rôle attendu des seniors un rôle de transmission. Alors, il y avait transmission d'un savoir-faire, transmission de valeurs, et c'est ce rôle de passeur de mémoire, de vécu, qui pousse les franciliens qui le souhaitent à être davantage en contact avec les personnes âgées. Ça, c'est quelque chose qui est ressorti également dans ce baromètre. Et ça, c'est un rôle dans lequel les personnes âgées elles-mêmes se reconnaissent parfaitement, puisqu'elles sont 72% à être parfaitement d'accord avec cette idée de rôle de passeur. Pour certains franciliens, l'image des seniors s'est améliorée avec la crise, et il est tout à fait intéressant de souligner que parmi eux, on constate qu'il y a une surreprésentation de ceux qui ont consacré davantage de temps aux personnes âgées pendant la crise. Je trouve que ce chiffre est particulièrement intéressant car il valide le fait et l'idée que le fait de côtoyer des personnes âgées, le fait d'avoir une proximité avec elles, a un impact positif sur l'image que l'on a d'elles. Enfin, il y a des chiffres qui vont à l'encontre des idées reçues et qui sont là aussi très rassurants, puisque dans une série de propositions, eh bien, les franciliens ont très nettement indiqué qu'ils n'étaient pas du tout d'accord pour dire que les seniors ne sont pas une priorité par rapport à la jeune génération. Ils ne sont pas d'accord pour qualifier la population senior de privilégiée. Donc ça va à l'encontre également de cette idée de fracture générationnelle. Et ils refusent également l'idée même que les personnes âgées puissent être un poids pour la société. Voilà des chiffres qui nous rassurent. Alors, merci beaucoup. Si la crise sanitaire n'a pas eu d'impact sur l'image et sur les perceptions envers les seniors, elle les a quand même placés depuis un an au cœur de la plupart des grands sujets d'actualité et des préoccupations nationales. Et les éléments du deuxième sondage que nous avons réalisé font état d'une vision du grand âge qui renvoie quand même très souvent au registre de la dépendance, au registre de la perte d'autonomie et de la vulnérabilité. Et la crise a nettement amplifié cette vision-là, ce qui fait tout à fait écho aux propos de que Monsieur Guérin avait tout à l'heure. Donc oui, la crise a amplifié cette idée que vieux égale vulnérable, perte d'autonomie et dépendance.
À 80%, les personnes interrogées ont estimé que les personnes âgées constituaient une population fragile, beaucoup plus exposée aux problèmes de santé, qui dans un contexte de crise sanitaire peut avoir un impact réel. Et 48% des franciliens, dans notre enquête, ont considéré que vieillir était quelque chose de triste. Et ça nous enseigne, c'est un enseignement qui conforte une vision négative et pessimiste du vieillissement. Alors, quelques questions qui étaient posées en parallèle ont permis de dégager un certain nombre de leviers et des leviers sont apparus dans ce sondage. Pour faire évoluer cette vision, notamment, il paraît important de dissocier l'image des personnes âgées de celle de personnes isolées, de personnes qui se mettent à l'écart ou qui sont à l'écart, et également de personnes déconnectées des nouvelles technologies. Voilà des leviers qui permettraient probablement de changer un petit peu la vision globale des personnes âgées. Merci. Alors, l'agisme, je vous en ai redonné la définition tout à l'heure, je ne reviens pas là-dessus. Et comme le disait Madame Jaffray, oui, ce terme est très largement méconnu de la plupart des personnes. Et dans notre échantillon, 86% déclaraient n'avoir jamais entendu parler d'agisme. On n'est pas extrêmement surpris et cette méconnaissance traverse également l'ensemble des tranches de la population puisque les jeunes le déclarent à 91% et les plus âgés à 80%. Donc, il y a un énorme travail autour de la prise de connaissance de ce terme. En revanche, si ce terme n'est pas connu, la réalité que recouvre l'agisme, elle est particulièrement bien identifiée. Et ça, c'est un résultat tout à fait intéressant. 33% des personnes qui nous ont répondu ont déclaré avoir une discrimination en fonction de leur âge. Et la crise a amplifié ce phénomène et notamment elle l'a amplifié chez les plus âgés avec une augmentation de 6 points entre mars et septembre. Donc un impact net de la crise sur cet aspect-là. 80% des répondants ont estimé que les personnes âgées sont victimes de préjugés. 46% ont déjà été témoins de ces situations de rejet et de mise à l'écart des personnes âgées. Et ce chiffre-là est en très nette hausse par rapport au mois de mars, également probable effet de la crise. Donc il y a une forte sensibilité à des discriminations et ça se consolide depuis le mois de mars. Enfin, 82% des personnes qui considèrent que les seniors sont victimes de préjugés se déclarent sensibles à ce rejet. Et ça, ce sont des scores qui sont en légère hausse par rapport à ceux du mois de mars. Parmi les résultats particulièrement intéressants de ce baromètre, j'ai choisi de vous présenter ce résultat-là. On a demandé aux franciliens, parmi les nombreuses questions, de classer par ordre de fréquence et de gravité selon eux les discriminations les plus souvent rencontrées. Et il est intéressant de constater que dans ce classement, eh bien, les discriminations concernant les personnes âgées sont considérées, elles arrivent en dernier, elles sont considérées comme les moins fréquentes et les moins graves, et moins graves donc que celles qui sont liées au racisme, au handicap, à l'orientation sexuelle et à toutes les autres. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que si l'agisme est bien identifié, manifestement dans la société, il apparaît quand même minimisé en termes de fréquence et de gravité par rapport aux autres formes de discrimination. Preuve, s'il en fallait, qu'une communication doit vraiment être pensée autour de ce phénomène et une communication autour des conséquences délétères que ces attitudes engendrent dans la population concernée. Les questions qui ont directement abordé les conséquences de la crise sanitaire sur les attitudes et les opinions des franciliens ont permis de montrer qu'il y avait un impact quand même relativement modéré sur le temps qui a été consacré aux personnes âgées au cours de cette crise. En effet, 21% des personnes interrogées ont déclaré avoir dédié plus de temps aux personnes âgées. 21%, c'est un chiffre certain, mais peut-être qu'on s'attendait à un petit peu plus que ça. Parmi elles, la majorité a augmenté ce temps en prenant des nouvelles au téléphone, suivi rapidement par ceux qui ont apporté une aide physique, notamment et particulièrement pour faire leurs courses. Et ce résultat, vous le verrez, fait écho à ceux de l'enquête Confidence qui va vous être présentée juste après, que nous avons menée avec ma collègue Anne-Bérénice Simzac. Concernant les dispositifs qui ont été déployés pour apporter de l'aide aux personnes âgées pendant cette crise, les franciliens estiment en majorité qu'ils ont été adaptés à la situation et au public concerné.
même si 33% les estimaient quand même insuffisants, mettant en avant comme argument le nombre de décès dont ont été victimes les personnes âgées et l'augmentation de l'isolement qu'elles ont subi. Et enfin, en posant la question directement de l'impact de la crise sur le point de vue des Franciliens à propos des personnes âgées, eh bien, le chiffre obtenu confirme le maintien d'une image stable et qui reste bonne à 76%. Donc, pour terminer, non, hop. Merci beaucoup. Pour conclure, eh bien, au regard des résultats de cette deuxième vague en 5 mois du baromètre, certains leviers d'action sont confortés et les résultats de ce second baromètre permettent de les préciser, de les concrétiser. En mars 2020, les résultats nous enseignaient la nécessité de valoriser davantage l'image des personnes âgées dans la société. En septembre, cette valorisation doit se doubler d'une réorientation de l'image des personnes âgées qui est beaucoup trop associée au registre de la vulnérabilité et de la fragilité. En mars 2020, nous avions identifié une catégorie de population très en retrait des préoccupations autour du vieillissement, peu impliquée, peu concernée. Il apparaissait nécessaire de mobiliser ce public principalement composé de très jeunes et de jeunes actifs. Eh bien, en septembre 2020, il apparaît que cette mobilisation peut passer par la valorisation du rôle de passeur des seniors dans la société, ce rôle de transmission. Et ce qui est important, c'est que ça apparaît en phase avec les attentes de la tranche d'âge à mobiliser le plus. Ces axes d'action auront pour effet d'agir également sur l'agisme, phénomène que la crise a révélé aux yeux de nombreuses personnes. Et enfin, l'enjeu de la perte d'autonomie reste majeur, mais doit devenir ou redevenir en tout cas un enjeu personnel et ne pas rester uniquement un enjeu sociétal. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, docteur, pour cette présentation qui est vraiment, je trouve, à la fois pleine d'espoir et qui pose aussi des vraies questions. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser. Vous avez un petit bouton normalement à droite de la vidéo. Nous prendrons les questions dans une seconde partie. Et je vais laisser justement la présentation de l'enquête Confidence. Donc pour cela, c'est Charlotte Lebrun, conseillère technique à l'URIOPS pour la question des personnes âgées, des personnes handicapées, qui va le présenter. Et tout de suite, place au jingle. Oui, merci beaucoup Alice. Pour cette enquête Confidence qui a été lancée par Gérondif au mois de mai 2020 au sortir du premier confinement, je laisserai la parole à Anne-Bérénice Simzac, qui est chef de projet et de recherche à Gérondif, sociologue et co-auteur du rapport Confidence avec Caroline Baclé-Roussel et Carole Triboulet. Donc cette enquête a donc permis de mesurer l'impact du confinement sur les retraités franciliens de plus de 60 ans qui étaient confinés à leur domicile, donc en Île-de-France. Et elle évalue donc précisément les conséquences psychosociales immédiates sur les personnes âgées. La méthodologie s'appuie sur un questionnaire en ligne avec des entretiens également semi-directifs. Et l'enquête a été prolongée au regard de la crise qui perdure. Mais tout de suite, je laisse la parole à Anne-Bérénice Simzac pour nous présenter les précieux enseignements de l'enquête Confidence. Anne-Bérénice, on ne vous entend pas. Est-ce que vous m'entendez? Alors oui, maintenant c'est bon. Allez-y. Ouais, super. Donc je vous remercie beaucoup Charlotte pour cette présentation et je suis donc ravie de vous présenter les résultats de cette enquête Confidence. Donc effectivement, je vais parler au nom de mes deux collègues Caroline Baclé-Roussel, donc vous venez d'entendre, et Carole Triboulet, qui est psychologue sociale, avec qui on a co-rédigé ce rapport d'enquête. Donc je vais tout de suite présenter en fait la méthode et les objectifs de cette enquête. Voilà. Alors moi aussi je vais trop vite. D'accord. Oui, merci.
Donc sur les objectifs généraux, en fait, on était donc en pleine période du premier confinement, et c'est vrai qu'on s'est interrogé pour savoir en fait quels pouvaient être les impacts et quelles étaient les conséquences finalement de cette période de confinement sur à la fois le ressenti des retraités, mais aussi sur leur mode de vie, et quelles étaient en fait les ressources qu'ils ont pu mobiliser sur cette période, ces ressources qu'elles soient à la fois internes ou externes. Et puis on le savait pas encore à cette époque, mais on s'était demandé voilà quelles pourraient être les leçons à tirer en cas d'une deuxième vague ou d'une autre épidémie de cette phase de confinement qui avait eu lieu de façon exceptionnelle au mois d'avril-mars dernier. Donc les cibles de cette enquête ont été pour nous les personnes âgées de plus de 60 ans, retraitées, confinés à leur domicile en Île-de-France et qui étaient du coup plus ou moins connectés, illettrés, voire même isolés. En termes de méthodologie, donc comme le disait juste tout à l'heure Charlotte, c'est vrai qu'on a croisé en fait une approche mixte. Donc j'essaye de passer, mais c'est vrai que ça passe 2 diapos à chaque fois. Donc top. Voilà, nickel. Donc on a croisé à la fois en fait une approche par questionnaire, donc qui a été passée en ligne. On avait laissé également l'opportunité pour les gens qui n'étaient pas forcément connectés de pouvoir y répondre par téléphone grâce à la mobilisation de l'équipe de Gérondif. Nous avions diffusé ce questionnaire dans le réseau de Gérondif et grâce à la mobilisation de nos partenaires, notamment la MSA, les Petits Frères des Pauvres ou encore la Croix-Rouge française, nous avons pu avoir plus de 1300 répondants et exactement 1059 réponses exploitables à la fin du mois de juin. Et nous avons également choisi de compléter cette approche par questionnaire par effectivement des entretiens semi-directifs, donc par téléphone, évidemment du fait des conditions sanitaires de ce moment-là. Donc nous avons quand même fait 12 entretiens avec là des personnes qui étaient plutôt isolées et déconnectées. Donc je vais vous présenter maintenant plus concrètement les résultats en fait de cette enquête et je vais revenir dans un premier temps sur le profil en fait des répondants au questionnaire qui était assez marqué et qui est important de préciser puisque ça explique aussi une partie des résultats. Donc majoritairement on a eu des femmes qui ont répondu avec un âge moyen de 62 ans et qui étaient plutôt issus de catégories socio-professionnelles plutôt dites supérieures, avec 45% de cadres notamment, des professions intermédiaires également très représentées. Les répondants étaient plutôt en couple et puis bien majoritairement propriétaires également de leur logement et plutôt des logements qui étaient assez favorables, on va dire, à un confinement puisqu'ils avaient plutôt 5 pièces et plus et des jardins. Et ils étaient également plutôt connectés parce que effectivement, même si on leur a laissé la possibilité aux personnes non connectées de répondre au questionnaire en ligne, ils n'ont été que 50 sur les 1059 à avoir répondu à le faire par téléphone. Donc c'était quand même une minorité. Et si on regarde un petit peu les résultats qui sont apparus de façon assez évidente avec ce questionnaire, c'est vrai qu'on voit qu'en fait, la majorité d'entre eux ont plutôt bien vécu, voire même très bien vécu ce confinement. Ils disent que leur morale n'a pas beaucoup changé, mais avec toutefois une anxiété qui a été majorée, avec pour la grande majorité évidemment un changement des habitudes de vie, donc ça c'était assez attendu. Et ce qui était plus étonnant, c'est que la plupart d'entre eux, ce qui doit être sans doute lié au profil des répondants, disent que qu'ils n'ont pas eu besoin d'une aide spécifique sur cette période. Alors maintenant, je vais vous présenter, on va dire, on a choisi 6 principaux résultats à mettre en avant dans cette présentation. Alors le premier, concerne en fait ces retraités qui ont fait preuve en fait d'une grande adaptabilité face à ce confinement. Et en fait, on voit que la plupart d'entre eux, il y a une période d'adaptation qui a rendu le début de la période plus difficile à vivre que la fin du confinement, comme le témoignent par exemple ces 2 verbatim des personnes qu'on a pu interroger. Et puis on voit que 62% des personnes interrogées disent ne pas s'ennuyer en fait plus que d'habitude. Et en fait, elles ont trouvé des dérivatifs et se sont adaptées, et notamment avec une utilisation plus importante des outils numériques pour 55% des répondants. Alors le deuxième point qu'on voulait aborder concernait en fait je perds ma diapo, le manque de lien social. Et en fait, c'est vrai que ça a été la plus grande difficulté de cette période de confinement. Et en fait, cette absence de lien, elle a été finalement plus pénible à vivre que la peur du virus en elle-même. Et beaucoup de personnes
d'isolement très fort, et notamment pour ceux qui avaient une vie sociale très centrée sur des activités à l'extérieur qui avaient cessé en fait sur cette période. Et c'est pourtant en fait là le paradoxe, c'est pourtant grâce à ces liens sociaux qu'ils ont réussi malgré tout à maintenir, notamment par les contacts téléphoniques, comme le disait Caroline juste avant. Effectivement, c'est grâce à ces liens qui ont été maintenus que les personnes disent qu'elles ont pu surmonter cette période difficile du confinement. Et on note quand même une note positive, c'est que malgré le confinement, on a quand même 19%, donc presque 20% des répondants qui disent avoir rencontré de nouvelles personnes pendant le confinement. Alors c'est essentiellement des voisins avec qui les liens ont pu se faire, des bénévoles ou encore des commerçants avec qui on a pu avoir des liens plus poussés, on va dire. Alors le point suivant concerne en fait les personnes interrogées qui sur le regard en fait porté sur les personnes âgées dans la société. Et ce regard-là en fait, il a été plutôt négatif. En fait, même certaines personnes âgées estiment qu'elles ont été plus privées de liberté et que leur parole n'a été ni entendue ni même respectée. En fait, c'est bien ce que dit le témoignage de Monique qui apparaît à l'écran. Effectivement, elle était assez sévère en fait avec la façon dont ont été présentées les personnes âgées pendant cette crise. De même, il y a quand même 62% des répondants qui disent en fait avoir perçu un changement négatif dans la société à leur égard. Et ceux-là, en fait, pensent que ce changement négatif sera durable. Alors que pour ceux qui ont ressenti un changement qui était quand même positif, puisqu'il y en a quand même qui nous ont dit qu'il y avait une certaine solidarité qui s'était mise en place, etc., ceux-là estiment que ce changement, malheureusement, ne durera pas. Donc l'image est quand même plutôt négative. De même, les personnes âgées ont globalement nous ont dit que les personnes âgées, pour eux, étaient plutôt associées à la mort et aux EHPAD, avec cette hypothèse derrière que l'impact des médias derrière cette vision n'est sans doute pas neutre. Alors, je passe au point suivant. Donc, on a une majoration en fait de l'anxiété chez les personnes qui ont répondu au questionnaire. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que cette majoration de l'anxiété était beaucoup plus présente pour les personnes qui présentaient un problème de santé, même si c'est pas très étonnant. Et du coup, ce sont pour les mêmes personnes qu'on constate qu'elles ont eu une rupture dans la continuité de leurs soins dus au confinement. Ce sont elles qui ont dit avoir reporté leurs soins, qui ont limité au maximum leur sortie, etc. Alors, mais on peut tout de même préciser que globalement, en tout cas pour les répondants de cette enquête, les personnes ont reçu les soins en termes de santé nécessaires, mais cependant, il y a une petite exception par rapport aux professionnels paramédicaux, puisque pendant le premier confinement, ces personnels n'étaient pas forcément accessibles, ils étaient fermés, et on a eu plusieurs témoignages de personnes qui disent que l'absence de soins avec ces professionnels paramédicaux a entraîné en fait des soucis de santé par la suite un peu plus graves, notamment l'absence de kinésithérapeute ou de podologue. Alors, mon point numéro 5 concerne donc un lien qui est peut-être attendu, mais qui a été finalement très fort entre le moral des personnes interrogées et ce sentiment d'ennui qui a été vécu pendant le confinement. Puisque finalement, la grande majorité des répondants qui déclarent avoir eu une baisse de morale par rapport à d'habitude, en fait, ils s'ennuient plus que d'habitude, alors que quasiment la totalité de ceux dont le moral était meilleur, ils ne s'ennuient pas plus. C'est pareil, c'est pas très surprenant, mais c'est intéressant, puisque on pourrait justement penser que un des leviers pour limiter l'anxiété et maintenir le moral, c'est vraiment de proposer des activités de remplacement. Et enfin, le dernier point qu'on voulait vous présenter ici et mettre en avant, c'était concernant le déconfinement, puisque ça, c'est une question qu'on n'avait pas posée dans le questionnaire, puisqu'on s'était vraiment axé sur le vécu du confinement. Et puis, lors des entretiens, ils ont eu lieu, en fait, pendant cette période de déconfinement, voire un petit peu après. Et c'est ressorti assez clairement que ça a été une réelle difficulté, en fait. Ça n'a pas été du tout simple à vivre ce déconfinement pour eux, et même parfois, ça a été plus compliqué que le confinement lui-même, comme l'expriment ces personnes à l'écran. Et effectivement, en fait, malgré une liberté qui a été officiellement retrouvée, dans les faits, les déplacements, les activités en sont toujours restés très limités. Et avec ce déconfinement, il y a une source de stress et d'angoisse supplémentaire pour les personnes interrogées, puisque
Alors, elle nous explique qu'effectivement, le confinement, ça a été très dur à vivre pour la cause de l'enfermement, de la limitation de liens sociaux. Mais là, avec le déconfinement, ils ont relancé ce stress de la contamination par le virus, en fait. Et puis, il y avait aussi un stress lié à la situation économique du pays. Donc, pas forcément pour elles-mêmes, mais pour leur famille. Elles avaient aussi ce discours-là, de dire qu'elles craignaient aussi cet impact économique. Et donc, à ce sentiment de stress et d'angoisse, il est venu s'ajouter une difficulté du déconfinement. C'était qu'en fait, il y a eu un arrêt qui a été plus ou moins brutal des différentes aides qui ont été mises en place pendant cette période de confinement. Effectivement, à la fois, elles ne se sont plus vues avoir l'aide qu'elles avaient eue pendant le confinement, et en même temps, les activités, les déplacements n'ont pas pu reprendre comme avant. Donc c'est vrai que maintenant j'ai présenté ces 6 points un petit peu qu'on avait voulu mettre en avant, mais n'hésitez pas à aller voir le rapport complet qui se trouve sur le site de Gérondif, dans lequel il y a l'ensemble des résultats de l'enquête, et vous pourrez en savoir bien plus. Et pour conclure très rapidement, je vais vous présenter en 2 mots la suite, puisque effectivement nous avons continué en fait du fait de cette crise qui dure et qui est durable, une seconde vague en fait de l'enquête qui est complètement appelée Confidence 2, et qui a des objectifs un petit peu similaires, mais l'idée c'était de voir en fait sur le long terme les conséquences de cette crise. On a voulu observer combien l'épidémie va transformer les comportements et les habitudes de vie dans la durée. Et on s'est intéressé plus particulièrement à 4 points qui étaient les liens sociaux, les comportements, la santé et le vécu individuel. Donc voilà, vraiment avec cet objectif de voir les modifications sur la durée. On a utilisé la même méthodologie, à savoir des enquêtes, une enquête par entretien, donc toujours téléphonique. Donc 20 entretiens ont déjà été réalisés, et par questionnaire, où là on a eu la chance de s'associer à l'université de Paris, et plus précisément aux étudiants de master 1 d'études et d'évaluation dans les secteurs de la santé et du social, qui ont conçu le questionnaire et puis qui sont en train actuellement de l'analyser, puisque nous avons obtenu plus de 2000 réponses cette fois-ci. Donc nous avons les résultats prévus pour l'été 2020, donc ce sera donc une affaire à suivre, et on sera ravis de vous en reparler. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup Anne-Bérénice, et nous attendons impatiemment les résultats de Confidence 2. Alors nous avons un petit moment pour les questions. Est-ce que nous avons des questions pour la première intervention ? Alors peut-être s'il y en a pas, moi je voulais revenir sur un des chiffres qui a été évoqué dans l'enquête, qui est que 48% des Franciliens estiment que vieillir est quelque chose de triste. Voilà, je voulais un peu qu'on revienne là-dessus. À votre avis, à quoi c'est dû ? Est-ce que c'est parce que vieillesse est confondue avec perte d'autonomie ? Et vous avez évoqué des pistes pour retravailler cette image. Enfin voilà, je voulais avoir vos sentiments, docteur Baclay, sur cette question. Alors c'est vrai que on n'a pas forcément les raisons qui poussent les personnes à répondre de la sorte, puisque la question était posée en leur demandant s'ils estimaient, alors il y avait tout un tas de questions à la fois avec des représentations positives et des représentations négatives, et on leur demandait s'ils étaient plutôt d'accord ou pas du tout d'accord avec ces idées-là. Et donc c'est vrai que ce chiffre est conséquent hein, sur l'idée que c'est quelque chose de négatif. Je pense très honnêtement que oui, on peut l'associer aux résultats qui montre que l'image est quand même une image de personnes fragiles, de personnes vulnérables, de personnes plus exposées aux problèmes de santé, hein, comme les choses l'ont été dites. Et par rapport au levier dont vous parliez, c'est vrai que le sondage faisait ressortir tout de même que la population francilienne avait cette idée, alors en partie
peut-être vrai, mais qui est probablement amplifié dans l'opinion des gens, que les personnes âgées sont souvent très seules, se mettent à l'écart, s'isolent de façon volontaire. C'était ce qui ressortait de certaines réponses, et qu'elles n'y comprenaient rien du tout aux nouvelles technologies et à l'informatique. Or, les preuves sont nombreuses pour dire que les choses changent, les choses évoluent. Peut-être que les très 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 âgés restent un petit peu effectivement en dehors de ces technologies, mais force est de constater tout de même, et d'ailleurs le rapport Confidence le montrait, que les personnes âgées ont considérablement renforcé leurs acquisitions et se sont lancées dans tout un tas d'apprentissage sur les moyens technologiques assez récents. Et il est probable que en modifiant, en agissant sur cette image-là, on puisse contribuer et on puisse aider véritablement à faire changer une image plus globalement. Ça répond peut-être à votre question, Alice. Merci beaucoup. Tout à fait. Alors, je vais enchaîner avec une question pour Anne-Bérénice Simzac sur le rapport Confidence. Vous avez mentionné les aides qui ont été sollicitées par les personnes confinées à leur domicile. Est-ce que vous pouvez nous préciser de quelle aide plus particulièrement il s'agissait ? Oui, tout à fait. Donc effectivement, comme je le précisais, la plupart des répondants au questionnaire disent ne pas avoir besoin d'aide, mais pour autant, nous avons eu quand même des informations sur ces aides grâce aux entretiens qualitatifs qui ont été réalisés. Et effectivement, ils se sont tournés sur la première aide qui a été mobilisée, ça a été l'aide aux courses en fait, pour réaliser ces courses, parce que souvent les personnes âgées avaient du mal à les porter et voulaient limiter au maximum leur sortie vers l'extérieur. Donc là, l'intervention, notamment pour les gens qui étaient isolés, des associations qui ont pu les aider sur ça a été un grand soulagement pour elles, parce qu'elles ont eu beaucoup d'angoisse en fait de se retrouver en fait sans avoir rien à manger, ne pas pouvoir sortir faire leurs courses. Donc ça a été l'aide principale. Et puis après, c'était des aides en fait qu'elles n'ont pas vraiment qualifiées finalement en tant qu'aide, mais c'était en fait du lien social, des appels de convivialité. Donc pareil, beaucoup plus pour les gens qui étaient isolés, mais même les gens qui étaient entourés de leur famille. Finalement, on voit qu'il y a eu une explosion de ces appels, de ces contacts, et puis finalement, ils sont beaucoup à nous dire que dans ces contacts qu'ils ont eu des relations plus privilégiées avec leurs interlocuteurs qu'en temps normal, puisqu'ils ont pris le temps de plus discuter, de rentrer sur des thématiques plus intimes, etc. Donc ça, c'était finalement un des effets positifs aussi de la crise. Merci beaucoup. Alors, quels sont les enseignements principaux qui ont pu être tirés de ce premier confinement, et qu'est-ce qui pourrait donc être fait différemment dès à présent ? Ben, c'est une bonne question. Je pense que l'enquête Confidence 2 va pouvoir nous aider aussi à y répondre, puisque finalement ce qu'on a vu surtout, c'est que cette crise elle durait, et que finalement les personnes âgées elles ont eu des points de vue positifs sur la crise qui s'estompe en fait avec cet aspect durable de la crise sanitaire. Et c'est vrai que pour l'instant, les premiers résultats qu'on voit avec Confidence 2, c'est que toute cette note positive de solidarité, d'entraide, voilà, ça s'est un petit peu estompé en fait. Et donc ça, c'est un point qui est peut-être un petit peu délétère pour la suite. Après, quels sont les principaux enseignements? C'est voilà, par exemple, c'est ce qu'on disait dans la présentation, que de trouver des dérivatifs et des nouvelles formes d'activité, ça vraiment, c'est ce qui a pu aider les personnes âgées à faire face, les personnes âgées, mais peut-être pas que les personnes âgées d'ailleurs, à faire face à cet sentiment d'enfermement. Et puis vraiment le lien social, quoi. Ça ressort quand même vraiment très très fort, comme quoi ça c'est une des priorités à essayer de mettre en œuvre pour lutter contre cette période difficile de l'enfermement. Compléter ce que dit Anne-Bérénice, oui, pour compléter ce que tu dis, et finalement en présentant les résultats du baromètre et les résultats de l'enquête Confidence sous ce format-là, parce qu'on a travaillé toutes les deux sur les deux, on se rend compte de la grande complémentarité des résultats et de ce qui ressort dans ces deux enquêtes entre guillemets, et c'est vrai que il faudrait peut-être surfer sur cette vague-là
pour vraiment travailler sur la question de l'agisme, la question du regard que l'on porte sur les personnes âgées, pour modifier cette image qui a été vraiment renforcée par la crise en termes de vulnérabilité, en termes de fragilité, et il y a probablement là quelque chose à saisir pour faire avancer cette dimension. Alors il y a un texte de loi qui vient d'être juste tout fraîchement sorti, justement pour offrir des solutions et des moyens de lutter contre l'agisme. Toutes les forces mises les unes avec les autres devraient permettre d'aboutir à un résultat qui va être toujours un peu mieux. Enfin, on l'espère en tout cas. On y travaille tous. Merci beaucoup. Alors pour continuer, je vous propose de passer à la conclusion qui va être effectuée par le professeur Olivier Hanon. C'était vraiment super. On a appris beaucoup de choses. Les débats ont été très enrichissants. Donc, je remercie au nom de Gérondif tous les intervenants, tous les orateurs, et je vous dis à la semaine prochaine, donc le jeudi 18, toujours à la même heure, à 13h, et la thématique sera celle de l'innovation technologique, notamment lors de la crise du Covid-19. Merci à tous, et vous pouvez bien sûr revoir cette émission, dire à vos collègues que vous pouvez revoir cette émission. Vous allez recevoir un lien et il vous suffira de cliquer sur le petit lien et vous allez pouvoir revoir. Sinon, vous pouvez aussi aller sur le site de Gérondif. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir.